Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Bonsoir à tous. Thierry Solère, candidat avec l'étiquette LR, candidat à sa réélection à Boulogne-Billancourt et sans adversaire d'En Marche pour la République. Et l'invité de cette émission, bonsoir, Thierry Solère, et merci d'être avec nous pour l'épreuve de vérité. Donc cette émission que vous propose chaque semaine Public Sénat avec Radio Classique, Les Échos et l'agence France Presse. Vous répondrez ce soir à Jean-Francis Pécresse, Déborah Claude et Oriane Mancini avec trois grandes questions qui vont vous être proposées. D'abord, le début du quinquennat qui est encensé après le baptême du feu réussi sur le plan international par Emmanuel Macron, n'est-il pas terni au final par l'affaire Richard Ferrand? Deuxième question, la scission du parti LR qui fête ses 2 ans aujourd'hui même, est-elle inéluctable en raison notamment de l'attitude compréhensive de certains, dont vous, envers le chef de l'État? Enfin, troisième question, les primaires dont vous avez été un artisan engagé sont-elles, selon vous, définitivement mortes et enterrées après le fiasco que l'on connaît à droite comme à gauche d'ailleurs? Mais d'abord, donc, les affaires. Et avec moi, donc, Jean-Francis Pécresse pour aborder ce chapitre qui s'impose dans l'actualité et qui peut même gommer la campagne actuelle des législatives, peser en tous les cas sur les législatives, comme ce climat des affaires a pesé sur la présidentielle. Thierry Solère, les soupçons d'affaires donc avec Richard Ferrand, Marielle de Sarnez et d'autres députés européens. Le ministre de la Cohésion des Territoires réfute ce soir toutes les accusations qui sont portées contre lui sur son mélange des genres, ses liens d'intérêt. Il rejette les soupçons donc détaillés notamment par le journal Le Monde, alors que le Canard enchaîné enfonce le clou sur l'opération immobilière à Brest avec le compromis de vente qui avait été signé par Richard Ferrand lui-même. Peut-il tenir, selon vous, alors que les appels à la démission se multiplient, à droite comme à gauche? Moi, je pense 3 choses. La première, c'est que toutes ces histoires, à chaque fois, créent un soupçon dans l'opinion et qu'en démocratie, le soupçon, c'est un véritable poison. Et c'est très mauvais, collectivement, dans la confiance qu'ont les Français dans la vie politique. La deuxième chose que je pense, c'est qu'il y a une jurisprudence qui date d'Édouard Balladur, qui est qu'un membre du gouvernement qui est mis en examen doit quitter le gouvernement. Il est présumé innocent, en droit, toujours. Mais il doit quitter le gouvernement. Je pense que c'est bien que ça soit ainsi, parce qu'on n'est pas en capacité, quand on est ministre et qu'on est mis en examen, d'assumer la charge ministérielle que le président de la République et le Premier ministre vous confient. Troisième chose, je vois que ce gouvernement, le président de la République, le Premier ministre prépare, nous dit-on, une loi de modernisation, de moralisation de la vie politique. Bah, écoutez, j'attendrai de savoir ce qu'il y a dedans. On le sait déjà, hein, quand même. Les grandes mesures ont été présentées par François Bayrou lui-même, d'ailleurs. Hein. Écoutez, moi, j'ai pas encore vu, pardonnez-moi, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas été très vigilant, mais je n'ai pas encore vu que le Conseil des ministres ait eu présentation de ce projet de loi. Il y a des articles de presse qui nous parlent de différents sujets. Moi, j'attendrai de voir ce qu'il y a dedans. Pour pas que ça soit, en fond, un écran de fumée, une loi nouvelle de plus, qui n'apporte rien. Et donc, à partir de là... Là, je vous interrogeais sur le cas spécifique de Richard Ferrand. Sur le cas spécifique de Richard Ferrand. Il n'est pas mis en examen, la justice n'a pas été saisie. Mais est-ce que vous comprenez quand même que le Premier ministre Matignon, selon ce qui a été rapporté cet après-midi, conserve sa confiance à ce ministre qui est dans la tourmente aujourd'hui? Alors qu'en vérité, vous savez bien que la tension monte en coulisses. Écoutez, j'en sais rien, moi, je le contrôle mon en coulisses. En tout cas, ce que je constate, c'est que la justice, pour l'instant, M. Ferrand, il n'y a pas d'information judiciaire ni même d'enquête préliminaire, d'après ce que j'ai lu, qu'on est dans un état de droit, il faut laisser les magistrats faire leur travail. Et que donc, s'il devait être mis en examen dans cette affaire parce qu'il y aurait eu un délit, j'imagine que le Premier ministre et le Président de la République en tireraient les conséquences et qu'il quitterait le gouvernement. Donc vous comprenez et vous défendez même le statu quo actuel, c'est Richard Ferrand toujours je pense au gouvernement. Que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça qu'un membre du gouvernement qui est mis en examen quitte, alors qu'il a la présomption d'innocence. On en a vu des gens mis en examen qui ont quitté le gouvernement et qui ont été relaxés par les tribunaux. Mais je pense qu'il est sain et je pense que ce gouvernement ne changera pas de règles. D'accord. Donc pour vous, pas de procédure de justice. Donc il n'y a pas d'affaire, même si sur le plan moral. Alors voilà, c'est donc la différence entre le droit et la morale et donc la politique. On nous annonce donc une loi de moralisation. Est-ce qu'il y a des pratiques dans la vie politique qui, si elles sont légales, ne sont plus acceptés par les Français? Oui, je le pense, probablement. Et c'est pour ça qu'il faut une loi, probablement, pour faire changer la loi, pour que ces pratiques qui sont légales, mais qui ne sont plus acceptées par les Français, n'aient plus cours. Alors, c'est pour ça que je serai très attentif à ce que ce gouvernement présentera
faut pas qu'il y ait un rideau de fumée. D'accord, on va en reparler. Alors, il y a d'autres accusations, vous l'avez vu aujourd'hui, qui viennent alourdir ce climat que j'évoquais. Elles émanent du Front National et elles visent 13 députés européens de toute tendance. Marielle de Sarnez affirme, qui est ministre, elle affirme avoir respecté le règlement du Parlement européen dans l'emploi de son assistante. Mais le FN, qui était le premier mis en cause, on le sait dans cette affaire, dénonce un deux poids, deux mesures. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est de bonne guerre ou est-ce que c'est de la diffamation de la part de l'extrême droite? Moi, vous savez, j'étais le porte-parole de François Fillon jusqu'à ma démission, le jour où il a annoncé qu'il continuerait sa campagne malgré sa mise en examen, parce qu'il avait dit lui-même que mise en examen, il arrêterait sa campagne. Moi, j'ai arrêté d'être porte-parole à ce moment-là. Je n'ai pas, pendant toute la période où j'ai été le porte-parole de François Fillon, mis en cause l'autorité judiciaire et son indépendance. Moi, je suis député, je suis candidat, mais je suis aujourd'hui député. Et le jour où vous avez des députés qui commencent à vous dire ce que la justice doit faire, la justice ne doit pas faire, en mettant en cause des procureurs ou des juges, c'est le début de la dictature. Donc moi, j'en reste à ce que la justice fasse son travail. Les procureurs, s'ils le souhaitent, ouvrent des enquêtes préliminaires. Et il y a une jurisprudence politique qui me paraît importante de rappeler. Je pense qu'il sera nécessaire que le Premier ministre et le Président de la République la confirment, parce que c'est une règle qui est ancienne, mais qui n'est pas gravée dans la loi, qui est une règle de pratique, qu'un ministre mis en examen doit démissionner. Alors après, pour Marielle de Sarnez, dans la narration que vous venez me faire, écoutez, je n'ai aucun élément d'information sur des accusations portées par le Front National à l'endroit de Madame de Sarnez et de ses collaborateurs. Qui serais-je pour vous donner mon avis et avoir des informations? En tout cas, ce que je sais, c'est que tout ça irrite profondément l'épiderme des Français et rompt le lien de confiance. Et donc il est important, s'il y a une nouvelle loi qui permet d'améliorer les choses, qu'elle soit concrète et qu'elle permette que des pratiques légales mais qui ne sont plus acceptées, n'aient plus lieu demain parce qu'elles deviendraient illégales. Jean-Francis Pécresse. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que ces affaires ou ces affaires présumées, en tout état de cause, viennent ternir, jeter une ombre sur les débuts d'un quinquennat qui sont plutôt une réussite de Emmanuel Macron? Ah ben, c'est pas une bonne affaire, ça bien sûr. Dès que vous avez pour qui que ce soit des mises en cause, c'est toujours désagréable et ce n'est pas une bonne affaire. Je me doute bien, mais c'est pas moi qui suis chargé de ce gouvernement, que le Premier ministre, que les intéressés sont satisfaits de cette situation. Mais encore une fois, moi je suis un responsable politique, je n'essaye pas de jouer des amalgames, de jouer des peurs, d'utiliser des mots que je ne pense pas. Je suis respectueux de l'institution judiciaire. J'attends par contre du gouvernement qu'il rappelle, ce que je souhaite, cette règle qui est maintenant, qui existe depuis plus de 20 ans, qui est qu'à mise en examen quitte le gouvernement. Vous avez le sentiment qu'il existe toujours au fond un lien avec l'ancien monde politique, qu'on n'a pas basculé totalement dans de nouvelles pratiques? Ben, on le verra, encore une fois. Si la loi qu'on nous annonce être la première loi, s'il y a une majorité pour le président de la République, qui sera proposée devant le Parlement et dès le Conseil des ministres, si j'ai bien compris, de la semaine prochaine, si cette loi vient changer en droit ces pratiques-là. Est-ce que c'est ça qui est important? Oui, alors justement, sur un point de calendrier, est-ce que cette loi ou ces projets de loi, parce qu'il semble qu'en fait, il y aurait 3 textes différents, est-ce qu'ils doivent impérativement être présentés au Conseil et aux Français avant le premier tour des élections législatives, ou est-ce que vous accepteriez qu'il le soit entre les 2 tours, voire peut-être après le deuxième tour? Il semble qu'il y ait des... Je comprends très bien votre question, M. Pécresse, je vais vous répondre aussi directement. Moi, je ne suis pas à donner des conseils au président de la République et au Premier ministre. Je suis député et je suis candidat, les Républicains, à Boulogne-Billancourt, à ma réélection. Moi, je prendrai en tant que parlementaire, je verrai bien la majorité qui est installée à l'Assemblée nationale et je verrai bien, de cette majorité, le gouvernement, les textes qu'il nous proposera. Le texte qui nous est annoncé par le gouvernement et d'Édouard Philippe, qui vient d'être constitué, est un texte qui permettrait, allez-y entendre, mais je ne l'ai pas lu parce qu'il n'est toujours pas disponible. Alors j'y reviens quand même, dans ce texte, des améliorations. Il y a des mesures que l'on connaît. Et je vous le dis très clairement, sur ce texte, comme sur tous les textes, et je le dis à mes électeurs dans la plus grande clarté, je voterai toutes les mesures qui vont dans le bon sens pour le pays. Si il Lesquelles, y a, par exemple? Par exemple, si les Républicains ne devaient ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale, je ne m'opposerai pas aux ordonnances sur la révision du Code du travail, parce que je pense que ça va dans le bon sens. Mais sur la loi de moralisation, alors, il y a un certain nombre de points qui ont été mis sur la table et que l'on connaît, comme l'interdiction pour un député, pour même un parlementaire en général, d'employer des membres de sa famille. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Il y a l'idée aussi de limiter le cumul des mandats dans le temps. Est-ce que vous êtes pour ou contre ces 2 points? Et limiter aussi les activités de
conseil. Trois questions donc. La première, donc, c'est sur la limitation dans le temps. Oui. La limitation dans le temps, je vous le dis très sincèrement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas sûr que ça soit constitutionnel. Oh, je vois bien l'immense problème qu'on a, surtout dans ma famille politique, qui est en train de se régler d'ailleurs, de décalage générationnel. Ouais. Je suis le seul parlementaire des Hauts-de-Seine, de droite et du centre, à ne pas avoir plus de 68 ans. Donc vous prêchez à un convaincu. Pour autant, je pense que ce n'est pas très constitutionnel. Et j'ai souvenir, vu qu'on est sur Public Sénat, le jour où Robert Badinter et Jean-Pierre Fourcade ont quitté le Sénat, je n'ai pas été persuadé que ça a été une avancée démocratique formidable. Ces deux personnalités apportaient formidablement à la vie démocratique. La deuxième question, elle est sur les emplois familiaux. On va faire un blow. Les emplois familiaux et puis les activités de conseil. Vous aviez été, d'ailleurs, on le rappelle, vous-même mis en cause par le canard enchaîné. Alors, est-ce que vous accepteriez de voter ces mesures? Alors, vous sur dites sur les activités de conseil, moi je n'ai pas d'activité de conseil. Vous dites que la réflexion globale a évolué sur ces sujets. Alors, la vôtre aussi? Alors moi, elle a évolué depuis longtemps. Il y a des activités de conseil au Parlement qui existent. Moi, j'ai cessé toute activité de conseil du jour où il y a une nouvelle loi sur la transparence de la vie politique et je suis très favorable à leur interdiction pour une raison très simple. Quand on est avocat et qu'on est parlementaire, eh ben, on peut avoir des activités dans son cabinet d'avocat, par exemple, qui créeraient des conflits d'intérêts. Et comme par nature, l'activité d'avocat permet une confidentialité, ce n'est pas formidable. Donc je suis favorable à la suppression des activités de consultants. Ça, c'est la première chose. Et deux, sur les emplois familiaux, oui, je pense qu'il faut cesser ces pratiques. Par contre, je ne veux pas être hypocrite. Il ne faut pas simplement faire cela. Le vrai problème n'est pas de savoir si c'est un cousin, si c'est un enfant ou si c'est un parent. Le vrai problème, c'est de savoir si c'est fictif ou pas. Ouais. Et moi, ce qui me paraîtrait essentiel... Vous l'avez fait vous-même d'ailleurs, votre épouse avait été... Bien sûr, mon épouse a travaillé avec moi, mais le vrai sujet, c'est de savoir si c'est fictif ou pas. Est-ce que les gens ont les qualifications? Ma femme a fait Sciences Po, un DESS de droit, elle gagne 2 fois moins en travaillant avec moi qu'en travaillant dans son ancien travail. Donc tout ça n'a pas de difficulté. La vraie difficulté, c'est quand c'est fictif. C'est quand c'est fictif. Parce que là, vous créez un soupçon formidable. Et donc, la vraie mesure, c'est bien sûr, parce que le symbole est important, de cesser les emplois avec les proches, mais surtout d'assurer un contrôle, comme dans n'importe quelle structure publique ou privée en France, que ce soit chez Radio Classique ou à Public Sénat, quand on est salarié d'une structure, on y est présent. Alors, le début du quinquennat, c'est aussi, on l'a dit, Jean-Francis, le baptême du feu d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. Le Bisut a réussi son entrée, si l'on en suit la presse, si on suit la presse française et internationale, face à ses homologues, Trump et tous les autres. Et hier, place à Vladimir Poutine à Versailles, et face à lui, une vérité qui dérange le Kremlin. On écoute le chef de l'État. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Et les responsables politiques ont des responsabilités de prendre des décisions, de dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Est-ce que vous avez eu hier, en regardant le président Macron, un sentiment, au fond, un sentiment de fierté? Bien sûr. Moi, je vais vous dire dans la plus grande clarté, cette campagne présidentielle a été absolument chaotique. Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, j'ai voté pour François Fillon en premier tour. J'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron à 20h01, quand il a été candidat face à Marine Le Pen au soir du premier tour. Et je donc été heureux qu'il soit élu et que le Front National ait été écarté du pouvoir depuis. Il est président de la République. Et quoi qu'il arrive aux élections législatives, il sera, le président Macron, pendant les 5 prochaines années, le visage de la France à l'international, et c'est lui qui présidera notre pays. Et je préfère à mon pays à toute autre considération. Et donc, je me réjouis à chaque fois qu'une décision va dans le bon sens et à chaque fois que les choses se passent bien. Sur la visite de Vladimir Poutine à Paris, je m'en réjouis parce que j'avais mal vécu. Je pense que ce n'était pas l'intérêt de la France, sans polémique partisane avec le président Hollande à l'époque, le fait que la France rompe en vrai toute discussion diplomatique avec la Russie. Rappelez-vous l'affaire des frégates que nous avions refusé de livrer, et donc le dialogue était rompu. Au fond, la diplomatie n'est pas de trouver les gens bien ou pas bien. La diplomatie, c'est de défendre ses propres intérêts stratégiques. Et on ne défend pas ses intérêts stratégiques en ne discutant pas avec le président d'une très grande puissance comme celle de la Russie. J'ai trouvé le démarrage diplomatique du président Macron tout à fait à la hauteur. Et c'est une bonne nouvelle pour la France, et donc je m'en réjouis. Est-ce que ce démarrage diplomatique, précisément, est-ce que c'est le retour de la France sur la scène internationale, ou est-ce que c'est le retour, est-ce que ça devrait être le retour de l'Europe? Est-ce qu'il y a une forme d'ambiguïté, notamment dans la relation que Emmanuel Macron peut avoir avec Angela Merkel?
Et au fond, on a deux discours. Un discours qui est tenu par la chancelière allemande, un autre qui est tenu hier et qui l'avait été face à Trump le week-end dernier par le président français. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi le retour de l'Europe dans le concert des nations ? Alors d'abord, le fait que la France ait un rôle important, notamment dans la crise en Syrie, qu'on renoue les dialogues avec la Russie, que la France existe à l'international plus qu'elle ne l'a existé dans les précédentes années, je m'en réjouis. Et deuxièmement, le couple franco-allemand a essayé distendu dans le précédent quinquennat. En tout cas, c'est l'impression que je porte. Et je me suis rendu à plusieurs fois pendant ce quinquennat en Allemagne pour rencontrer mes collègues du Bundestag. Et j'ai bien senti le regard qu'ils portaient au-delà de la droite et de la gauche sur la situation de notre pays, sur l'absence de réformes structurelles, sur la non-capacité de tenir des engagements. Et aujourd'hui, nos partenaires allemands vivent de toute évidence l'élection du président Macron comme l'opportunité. Maintenant, c'est à construire. Vous aussi, vous êtes comme les Allemands. Mais comme tous les Français. Oui. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que le pays Sur se le redresse. climat, par exemple, Angela Merkel a été beaucoup plus dure avec Donald Trump que ne l'a été Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas deux discours au sein de l'Europe, au sein de ce couple franco-allemand ? Le fait de renforcer le lien et le couple franco-allemand n'est pas pour autant le gommage des différences et du fait que l'expression des uns et des autres n'est pas tout à fait la même sur de nombreux sujets. En matière de défense, par exemple, par nature, l'histoire de nos deux pays n'est pas la même. La France a une puissance militaire importante, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne pour des raisons historiques que tout le monde connaît. Donc par nature, nous avons des liens différents. Mais encore une fois, l'important, c'est quoi ? C'est que l'Europe, elle avance et qu'elle apporte des résultats concrets aux problématiques que vivent les Européens. Sur un plan économique, sur un plan migratoire, qu'elle soit plus efficace, qu'elle ne soit pas que dans les incantations. Elle a trop souvent, l'Europe, donné le visage d'essayer de régler les difficultés que devant la difficulté. On se rappelle de la crise financière avec la Grèce, on se rappelle de la crise des migrants, où on voyait des réunions toute la nuit qui tournaient un peu en rond. Moi, ce que j'attends de mon pays, c'est qu'il joue son rôle au niveau international et que le couple franco-allemand puisse se renforcer. Après, alors, ça n'a pas de différence. on voit le chef de l'État imposer un ton nouveau et revendiquer d'ailleurs une présidence jupitérienne, Thierry Solère. Même certains craignent un pouvoir personnel qui se ferait au détriment du Premier ministre. Votre ami Édouard Philippe, ça vous inquiète éventuellement qu'à Matignon, on n'est plus qu'un simple collaborateur ? Non mais tout ça, je ne rentre pas du tout dans ces discussions. Moi, je suis député, et la seule chose qui m'importe, je vais vous dire les choses très clairement, si les habitants de Boulogne me font confiance, ils auront un député de droite et du centre, c'est les valeurs qui sont les miennes, je ne les ai pas changées depuis l'élection présidentielle. Mais je vous interroge sur la présidence. Et sur la présidence française, et sur l'action du gouvernement, je voterai toutes les réformes qui vont dans le bon sens, d'où qu'elles viennent, parce que l'état de notre pays nous impose, me semble-t-il, qu'on ait des résultats. Je ne m'intéresse pas à 2022, on aura bien le temps, mi-2021, de s'intéresser à la prochaine présidentielle. On va parler, nous, à notre pays. Des conséquences de ce que vous dites, quand même, sur votre parti LR. On en parle dans un instant, avec Déborah Claude de l'AFP qui nous rejoint. Merci beaucoup, Jean-Francis. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir, Déborah. Bonsoir Thierry Bonsoir. Solère. Alors, vous êtes constructif, Thierry Solère, vous faites partie de LR. Est-ce que vous êtes Macron-compatible ? Parce que ça veut dire, je suis un député de droite et du centre. J'ai vu que le président disait qu'il était de gauche et de droite. Ben moi, je suis de droite et du centre. Est-ce que je préfère mon pays à toute autre considération ? La réponse est oui. Le président Macron a été élu et il est donc légitime. Et moi, je souhaite la réussite de mon pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Arriver à l'Assemblée nationale, si les habitants de Boulogne me font confiance, je porterai toujours les valeurs qui sont les miennes. Dans quel groupe ? Je suis les Républicains, je n'ai pas brevet de Républicain à donner. Je suis l'organisateur des primaires de ma famille politique. La seule chose qui m'importe, encore une fois, c'est qu'on ne soit pas, ce qu'on est trop souvent, gauche et droite depuis 40 ans dans notre pays, dans des postures politiques. Moi, j'en ai entendu des députés de droite, quand on était dans l'opposition, qui disaient, quand on est dans l'opposition, on s'oppose, même si le texte est bon. Eh bien écoutez, ça, c'est fini. Parce que je considère que la situation de notre pays nous impose de prendre nos responsabilités. Et donc, à l'inverse de beaucoup, je le dis à mes électeurs, dès aujourd'hui, sur les sujets économiques, sur ce qui renforcera la sécurité des Français, sur la fluidité du marché du travail, sur la baisse des charges et sur la baisse des impôts. Vous voteriez les ordonnances, la réforme. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez voter d'autre dans le programme d'Emmanuel Macron, éventuellement dans un groupe d'appui à l'Assemblée nationale ? Toute mesure qui donnera plus de sécurité, plus de compétitivité économique à notre pays et plus de renforcement de l'État régalien. Voilà. Dans le cadre donc d'un groupe d'appui, comme le dit Déborah, donc c'est la question que l'on vous pose. Est-ce que selon vous, au lendemain des législatives,
la scission de votre parti, LR, est inéluctable ou pas? On a constitué, ils ont constitué, j'y ai adhéré dès sa création, l'UMP, les Républicains aujourd'hui, en 2002, suite à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. C'était une stratégie d'union de la droite et du centre, dans la même famille politique, pour nous permettre d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. On sait... ça ne m'a pas échappé à personne, je pense que la droite et le centre ont été éliminés dès le premier tour de l'élection présidentielle avec la candidature de François Fillon. Donc bien sûr qu'il y a une crise importante. Il faudrait refonder un nouveau parti. Et bien Une sûr, scission, une scission. Non, mais moi, je ne suis pas dans une logique tout de suite de se scinder. Ce que je cherche, c'est à convaincre et à discuter avec mes collègues en leur disant on est un parti issu du gaullisme, on est un parti pro-européen, on est un parti qui défend des valeurs de liberté économique, d'autorité de l'État. Vous voulez que LR Et moi, je ne veux pas continue de que LR fonctionner. soit dans d'autres considérations. Sinon, on n'est plus LR, on est autre chose. Est-ce que vous, à titre, disons, personnel, vous ne payez pas votre ouverture d'esprit, votre côté constructif à la présidence du groupe de la région Île-de-France, puisque vous avez quitté cette présidence? Est-ce que ce n'est pas le prix aussi à payer de cet engagement comme ça, plus droite, plus gauche, Moi, j'ai de bon sens, là, comme vous l'avez répété à Moi, j'ai plusieurs une reprises? caractéristique des Claude, je n'en use pas, mais par contre, je la revendique. Je suis quelqu'un de très libre. Je ne dois mon élection de député de Boulogne-Billancourt qu'aux habitants de Boulogne-Billancourt. J'avais été candidat face à Claude Guéant en 2012, qui avait été parachuté dans ma ville. Et je dis ce que je pense aux électeurs. S'ils ne se reconnaissent pas, qu'ils ne sont pas sur la même ligne que moi, probablement ne voteront-ils pas pour moi. Et vous n'avez Et pas je de ne suis candidat pas là. En Marche dans votre... Je n'ai pas non plus de candidat socialiste, ni de candidat de la France Non, mais vous insoumise. avez été débarqué de votre présidence de groupe au Conseil ça se passe général. pas comme ça. C'est à quoi? Ça augure de violence à venir entre vous? Avec Valérie Pécresse, on partage Ça quelque arrive chose. rarement quand même de... C'est tous les ans dans les autres groupes qu'il y a des élections à la présidence des groupes. Moi, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Et en discutant avec Valérie Pécresse, on a tous les deux une volonté très forte. Ne pas importer les débats qu'il peut y avoir de sens commun au Parti démocrate avec d'autres tendances de la droite au sein du fonctionnement de la région Île-de-France. Pourquoi? Parce que Valérie Pécresse, avec son équipe, elle redresse la région depuis maintenant 18 mois. Et il ne faut pas que ça change. La majorité des régionales de Valérie Pécresse, c'est l'UDI, c'est le MoDem. Le MoDem Les MoDem également. est dans la majorité présidentielle. C'est les Républicains. Entre le Parti chrétien-démocrate et moi, il y a sûrement plus que des nuances. Tout ça, c'est très bien. On redresse la région. Donc je ne veux pas qu'on importe. Et moi, j'ai souhaité me consacrer pleinement à ma campagne législative et à mon mandat. Mais quel est de votre député. premier argument lors de votre campagne? Et je vous rappelle que je suis l'un des 4 députés de droite qui a voté la loi qui restreint le cumul des mandats. Donc je suis aussi cohérent avec les D'accord. Mais actes. quel est votre premier argument de campagne quand vous êtes sur le terrain dans votre ville? Sur les marchés. Dans les marchés de Boulogne-Billancourt. Quoi, vous êtes là pour défendre le programme de LR ou vous êtes là pour dire que vous êtes prêt à soutenir le chef de l'État? Quel est votre premier argument auprès de vos électeurs? C'est très simple. Ah. Les habitants, ils me connaissent bien. C'est très Ils se connaissent simple. les valeurs. Mais c'est très très simple, vous allez voir. Et je l'écris noir sur blanc dans ma profession de foi. Je leur explique que si LR est majoritaire à l'Assemblée nationale, bien sûr, nous gouvernerons le pays. Le président de la République le présidera. Les sondages ne nous donnent pas, a priori, ces Non. Même indications-là. François Barouin ne parle plus de cohabitation. Je vois d'ailleurs une évolution dont Il je y a me une réjouis. On va évolution. l'écouter, on va l'écouter. Et je me Je réjouis leur de dis ça. D'ailleurs, oui. François Barouin d'ailleurs fait un travail difficile et très bien, je trouve, dans cette campagne législative. Et je leur explique que de droite je suis et que j'ai toujours été, mais que je veux que mon pays avance. Et que donc, si nous devions ne pas être majoritaires à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont très bien compris, les Français, ce qui s'est passé, l'élimination de François Fillon et l'évolution aujourd'hui politique, je ne serai pas un député destructeur dans l'opposition bête et Mais ça méchante. ne vous attire pas Je serai- d'insultes, on ne vous traite pas de traître? Mais en rien, au contraire. Les Français, vous savez, ils préfèrent rien d'autre que le redressement de leur pays. Les accusations, Vous avez êtes 9 prêts, c'est millions. entre les ténors entre eux, alors. Vous avez 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, du terrorisme et de l'insécurité. Est-ce que vous croyez qu'on peut attendre 5 ans à voter contre des lois qui vont dans le bon sens? Tout ça parce que la Et majorité c'est dans vrai qu'on- laquelle que les Français auront choisi n'est pas le groupe dans lequel vous On appartenez. peut penser à Laurent. Ça ne m'intéresse Alors, rien. Alors, on a cité Wauquiez- François Barouin, on va Oui. l'écouter justement. Laurent Il Wauquiez défend après. l'idée qu'à droite aussi, il y a des talents. Je ne me bats pas pour l'opposition, je me bats pour avoir une majorité pour la France avec nos candidats. Ils sont à 60% renouvelés, ils incarnent une génération qui se lève, qui demande un espoir, et le monopole du renouvellement n'est pas du côté d'En Marche. Je pense que la majorité est possible. Est-ce qu'elle est absolue? Est-ce qu'elle est relative? Dans quelle proportion? Sous quelle forme? Mais le choix que nous proposons, le projet qui a été modifié, que nous portons, est un projet susceptible de rassembler les Français. Et quand je dis constructif, c'est que nous respectons les institutions. Emmanuel Macron est élu, il est là pour 5 ans, sa tâche est immense et nous souhaitons le succès de la France. Et que je n'utilise pas non plus le terme cohabitation parce que ça ramène à un passé où les présidents sortants ont été battus
où les présidents en place ont été battus. C'était le cas de Mitterrand ou ça a été le cas de Chirac au moment des cohabitations. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc c'est quelque chose qui doit se vivre dans l'apaisement et pas la confrontation, mais dans la mise en lumière des divergences profondes qui existent entre En Marche, les Républicains, UDI. Bon, c'est la France apaisée, la France il a évolué. Vous savez que j'ai constructive. été à l'initiative avec Gérald Darmanin, avec d'autres. D'un appel. Un appel qui a Oui. été signé par beaucoup de grands maires, de présidents de département, de présidents de région, de parlementaires, qui visait justement à ne pas être dans cette posture de facilité, de caricature perpétuelle, de dire on est de droite, on s'opposera donc, si on est minoritaire, à tout ce que Donc fait. là, vous ce nous dites que c'est la gouvernement. ligne officielle Je suis maintenant. ravi de Hein voir. Je suis ravi de voir que François Bayrou, qui est un homme d'une grande qualité, aujourd'hui, dire cela parce que les Français, c'est ce qu'ils attendent. Et un électeur de droite à Boulogne-Billancourt, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est exactement moi ce que je lui dis d'ailleurs, c'est-à-dire, on a eu une année électorale terrible, on a maintenant ce jeune président Emmanuel Macron qui préside notre pays pour 5 ans, on a un gouvernement, c'est pas rien, avec un Premier ministre qui est issu de nos rangs, et Édouard Philippe, c'est globalement ce qu'on avait de mieux en magasin. Disons-nous les choses. La seule chose qu'ils veulent, si les Républicains ne sont pas majoritaires, c'est que ça avance, c'est que ça marche. Donc moi, je suis pas en marche, mais je veux que ça marche. Et est-ce que vous êtes également pour la position qu'il a prise hier soir sur le désistement républicain en cas de menace, qui n'est pas le cas dans votre circonscription, mais de menace de victoire du Front National? Parce Tout à qu'il y a fait, eu une c'est- petite évolution, il y avait eu quand même des atermoiements après le second tour. Là, il y a une petite évolution. Moi, j'avais mal vécu, je l'avais dit d'ailleurs publiquement, que mon parti politique semble un peu tortillé à prononcer le nom d'Emmanuel Voilà. Macron au lendemain du premier tour, quand on a le Front National qui est aux portes du pouvoir au second tour d'une présidentielle, et qu'on n'est soi-même pas qualifié, nous, la droite française, on appelle clairement à voter pour Emmanuel Macron. Je l'ai fait à 20h01. Deuxièmement, Gilles Boyer, qui est le candidat aux législatives à Chaville-Meudon, là, dans mon département, voisin de circonscription, hier matin a proposé qu'il y ait un débat dans ma famille politique autour, justement, de cette histoire de désistement en cas de triangulaire, pour ne pas favoriser, si on n'a aucune chance de l'emporter, l'élection d'un député frontiste. Ce sera un débat Et qui aura j'étais lieu très- après le premier Oui, tour. enfin, qui aura lieu tout de suite au lendemain du second tour. Et j'étais très heureux de voir que François Barouin était exactement sur la même ligne que je partage à 100%. Alors, mais alors, je ne comprends pas une chose, parce que vous avez dit à l'instant que Édouard Philippe, c'est ce que vous avez de mieux en magasin. Ouais. Vous venez de le dire, mais c'est pas François Barouin qui postule également à Matignon? C'est pas lui votre... On ne postule pas à Matignon, le Premier Ah ministre. bah, quand même, c'est un peu ce qui a été indiqué. Ce serait pas lui plutôt? Il serait pas bien à Non, Matignon je non réponds, plus? on ne postule pas à Matignon. François Barouin a toutes les qualités pour être un bon Ah. Premier ministre. Mais on ne postule pas à Matignon. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République, issu d'une majorité. François Barouin a fait un grand travail pour essayer de porter nos 577 candidats. Mais vous voyez bien que c'est difficile. Et comment ça ne le serait pas après l'élimination dès le Ouais. premier tour de la présidentielle de notre famille politique? Encore une fois, on Ça rentre dans s'appelle une du période- défaitisme. Pas du tout, ça s'appelle du réalisme. Et je soutiens, moi, tous mes collègues les Républicains qui sont candidats. Et c'est pas facile, bien sûr, après ce qui s'est passé. Mais encore une fois, moi, je préférerais toujours mon pays à mon parti. Et je dis à ma famille politique, auquel j'adhère depuis le premier jour, à qui j'ai consacré beaucoup d'énergie pour leur faire une primaire de bien organisée. On va en Tout le monde parler. l'a dit, qu'il faut vraiment qu'on sorte de ces postures politiques parce que le pays doit se redresser. D'accord. Mais qui est le leader politique dans votre famille? Est-ce que c'est François Barouin? Est-ce que c'est Laurent Wauquiez qui a un petit peu conspué les gens qui allaient à la soupe ces dernières semaines? Comment on Mais- voit aussi, il y a l'Assemblée nationale, l'avenir du parti? Nous avons collégialement demandé à François Barouin, qui a bien voulu le faire, il est sénateur et président de l'AMF, d'être le chef de file de cette campagne des élections législatives. Et la vie des Républicains continuera après. Et il y aura des débats, il y aura des élections internes. Tout ça est très intéressant. Aujourd'hui, ce Qui est le important- meilleur en magasin Ah, bah, pour écoutez, diriger on verra. LR? On verra ça. Et vous vous sentez plus proche d'Emmanuel Macron que de Laurent Wauquiez, par exemple? Écoutez, je Vous voulez pas répondre? Je ne caricature pas les choses comme ça. Ça dépend sur quel sujet. Ça dépend- Globalement, on va dire. Écoutez, moi, je suis européen profondément. Je considère que l'avenir de la France, ça passe par l'Europe. D'accord. Il faut Très bien. renforcer l'accent Très bien. allemand. Donc là, Je vous suis marquez votre libéral préférence. sur un plan économique. Je suis favorable à une autorité de l'État importante. Et je déteste les phrases élevées et les résultats faibles. Je préfère des phrases mesurées et des résultats forts. Voilà ma caractéristique personnelle dans cette affaire. Mais encore une fois, les histoires de partis intéressent particulièrement les Français, j'en suis certain. Ce qui les intéresse encore plus, c'est l'avenir du pays. Et en votant, moi je le dis clairement à mes électeurs, on Ouais. doit construire et on ne doit pas être dans ces postures d'opposition qui n'ont que trop duré. Xavier Bertrand, dans une interview ce matin à La Voix du Nord, estime qu'Emmanuel Macron n'est pas du tout dans une logique d'union nationale. Il le dit comme ça, mais il fait simplement de l'ouverture, hein, comme Mitterrand en 88 ou Sarkozy en 2007. Et il n'a pas envie de s'ouvrir aux autres, selon Xavier Bertrand. Ça n'est pas à votre avis?
Non, je pense pas ça. Hein L'ouverture, c'est ce qui avait été fait, notamment dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Là, c'est pas de l'ouverture. On a nommé, et le président de la République a nommé Édouard Philippe. Donc c'est un pas vers l'union nationale. Bah, c'est en tout cas nommer quelqu'un qui n'est pas issu de son majorité à lui comme président de la République. Donc il cherche de toute évidence à rassembler différentes personnalités, différentes forces politiques. Mais il s'adresse plus aux Français, je pense, le président, qu'au parti. Il essaye de constituer une majorité de projets. Et moi, au Parlement, encore une fois, pardon de vous le dire aussi clairement, j'assume de vous le dire, ce n'est pas des stratégies à 23 bandes, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que ça. J'ai 45 ans, je viens de passer 5 ans à l'Assemblée nationale, je trouve que le pays va mal, la seule chose qui m'importe, c'est que le pays aille mieux dans quelques années. Et puis après, il y aura c'est pas une autre élection ouverture présidentielle. cosmétique, c'est vraiment une révolution. Ah, il le faut. Il faut que nos collègues parlementaires, d'où qu'ils viennent, arrêtent les postures et soient dans l'efficacité de voter les bonnes réformes. Il est important que le pays aille mieux dans 5 ans, dites-vous. C'est effectivement essentiel, Thierry Solère. Parce que si le président de la République réunit une union nationale, si c'est l'échec, l'alternative, ce seront les extrêmes. Donc il y a un vrai danger. Il y aura, ne vous inquiétez pas, l'élection d'Emmanuel Macron n'enlève pas la vie démocratique. Dans 5 ans, il y aura une prochaine présidentielle. Et par nature, il y aura des offres politiques qui seront sur la table. Et le président de la République, comme ses prédécesseurs, sera jugé à l'aune des résultats qui sont les siens. Moi, ce n'est pas un homme que je veux soutenir, c'est mon pays. Je serai heureux, quel que soit le résultat de la prochaine présidentielle, qu'il y ait moins de chômeurs en France dans 5 ans qu'il y en a aujourd'hui, qu'il y ait plus de sécurité et que la France ait mieux répondu à la menace terroriste qu'elle n'y a répondu depuis quelques années. Merci beaucoup, Déborah. Merci. Allez, dernière partie de l'épreuve de vérité avec Oriane Mancini de Public Sénat qui nous rejoint maintenant. Bonsoir, Oriane. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir Thierry Solère. Alors vous avez été un artisan de la primaire de la droite et du centre. Les 2 finalistes de la présidentielle n'étaient pas issus de primaire. Benoît Hamon et François Fillon, qui eux ont remporté leur primaire, ont été éliminés. Est-ce que pour vous, les primaires sont définitivement mortes et enterrées ? Je ne le crois pas. D'abord, je ne suis pas à l'origine du fait de faire des primaires à droite. Je suis celui à qui on a chargé de l'organisation. les organiser. C'est Nicolas Sarkozy, qui est président du parti, qui a proposé à tout le monde de faire des primaires et il m'a chargé de les faire. 2, les primaires, ça ne règle pas tout. Les primaires ne vous donnent jamais la garantie d'être présent. Les primaires, elles ont 3 intérêts. La première, elle règle le problème du leadership. Vous imaginez si on avait eu Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy, tous 3 candidats au premier tour. C'était même pas envisageable qu'on soit présent, que l'un des 3 soit présent. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un tour. problème qu'il y a eu besoin de régler ce problème du leadership ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je pense que d'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui incarne un leadership très fort, le fait de faire des primaires ne lui pose pas de problème. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy en 2007. Il avait un très fort leadership à droite. Vous croyez que si on lui avait demandé de faire des primaires ouvertes pour désigner le candidat de la droite en 2007, il aurait eu difficulté à se soumettre à cet exercice? Il aurait bien sûr été candidat, il les aurait gagnés très nettement, parce que les Français voyaient en lui un espoir très clair de redressement. Donc, encore une fois, ne cherchons pas à donner aux primaires un outil, un objectif qu'ils n'ont pas. Les primaires règlent le problème de leadership. Elles ont aussi comme vertu de mobiliser beaucoup de Français, 4,5 millions sur 2 dimanches successifs. Et donc ça me paraît être un outil intéressant. Après, la 3e remarque, c'est que la gauche est sortie de ce quinquennat dans un état terrible parce que leur bilan a été négatif. Et il a été tellement négatif que le président sortant, François Hollande, qui n'avait comme boussole que de se représenter, a fini par renoncer à s'y présenter. Il était donc assez évident que, quelle que soit l'issue de la primaire, il y ait peu de chances que le Parti socialiste produise le prochain président de la République. Voilà, alors on va écouter ce que dit justement Anne Levade, qui a présidé la haute autorité. Avec grand talent. Avec vous, de la primaire, avec beaucoup de talent, c'est vrai. Anne Levade, une constitutionnaliste que l'on apprécie d'ailleurs sur Public Sénat, on la reçoit souvent, et justement, elle donne un pronostic qui ressemble au vôtre sur la suite. Alors je pense que le mode de sélection des candidats par un parti, il est très étroitement conjoncturel. Le choix qui avait été fait de sélectionner par le biais d'une primaire cette année était évidemment lié à la volonté d'avoir un unique candidat pour la droite et le centre, comme d'ailleurs un unique candidat pour le Parti socialiste, alors qu'a priori il y avait plusieurs candidats possibles et que donc ça obérait assez lourdement l'issue finale de l'élection présidentielle. Qu'en sera-t-il pour l'avenir ou dans 5 ans, je ne sais pas. C'est vrai qu'un mode de sélection qui va au-delà des seuls adhérents d'un parti semble quand même un mode de sélection qui aujourd'hui est plébiscité. D'ailleurs, le nombre d'électeurs l'a démontré et j'en veux pour preuve le fait que c'est un système qui ne fonctionne pas que pour les présidentielles. Je rappelle que par exemple pour les municipales, dans un certain nombre de grandes communes, la droite comme la gauche ont utilisé ce système.
On n'en a pas fini avec les primaires. Je partage parfaitement Ouais. ce que vient de dire Anne Levade, très bien. Je ne crois pas en plus que quand on donne un pouvoir aux Français, ils ne le gardent pas. Et la capacité de choisir parmi, dans une famille politique, 3, 4, 5 ou 6 postulants, celui ou celle qui porte, c'est formidable. Et enfin, pardon de le dire aussi franchement, ce n'est pas la primaire qui a fait perdre François Fillon. C'est une défaite personnelle? C'est deux choses, me semble-t-il. C'est son affaire. Il est arrivé, il a gagné la primaire en faisant de la probité, de l'exemplarité, une caractéristique très forte. Il s'est retrouvé lui-même empêtré dans une affaire. Il a dit aux Français sur une chaîne de grande écoute que s'il devait être mis en examen, il ne sera pas candidat. Il est revenu un mois après pour dire qu'il était mis en examen et qu'il allait continuer. Et enfin, il s'est resserré, peut-être lié à cela d'ailleurs, il s'est resserré sur simplement une partie de l'électorat de la droite. Et on n'a pas parlé suffisamment aux Français. Vous dites que ce n'est pas la primaire qui a fait perdre François Fillon, mais est-ce que ce n'est pas la primaire qui vous a empêché d'avoir un recours à François Fillon quand le Penelope Gate a commencé, puisque lui s'est appuyé sur la légitimité de cette primaire? C'est vrai. C'est un des conséquences, c'est que quand vous êtes porté par une légitimité, parce que vous avez gagné une primaire devant 4,5 millions de Français... Donc c'est une faiblesse du système que vous aviez mis en En tout cas, place. c'est un des effets induits. D'un autre côté, on était déjà en mars. Si vous croyez que on peut changer le candidat investi dans un parti facilement... Certains l'avaient envisagé. Hein. Oui, mais c'était le seul qui avait la Vous, réponse. peut-être. Oui, moi je l'avais Aussi, dit clairement, ah oui. ouais, je lui avais dit d'ailleurs. Après, je suis respectueux, moi je me suis effacé de sa décision. Il avait le droit de le faire. Il était le candidat vainqueur de la primaire. On lui avait apporté l'argent collecté à la primaire aussi pour faire sa campagne présidentielle. Il a souhaité la continuer, il en avait le droit juridique. Est-ce que vous, avec le recul, vous avez des regrets sur cette période? Est-ce que s'il fallait refaire quelque chose aujourd'hui, vous referiez quelque chose différemment? Écoutez, d'abord, j'essaie de ne pas avoir de remords, c'est déjà bien, mais des regrets, on en a toujours. En tout cas, moi, j'ai été content de la manière dont ça a été organisé, parce que souvent, nos partis politiques ne donnent pas une image de grande rigueur. Et là, tout le monde a joué le jeu. Il n'y a eu aucune contestation, et on a réussi à mobiliser 80 000 Français qui organisaient ce scrutin. Avec 4,5 millions de votants, c'est absolument considérable. C'est la plus grosse consultation européenne qui n'ait jamais eu lieu privée, organisée par une formation politique. Après, le regret, c'est l'issue. Mais je ne crois pas que ce soit encore une fois la primaire qui soit à la cause. Et vous, de vous ça. êtes beaucoup investi dans cette primaire. Vous n'avez pas compté vos heures. Pour le coup, aujourd'hui, quel sentiment vous en gardez? C'est plutôt de la fierté ou vous vous dites quel gâchis, tout ça pour ça? Plutôt quel gâchis, bien sûr, parce que les primaires avaient permis de rassembler les conditions de la victoire et au-delà de la victoire, pour la victoire du redressement du pays. Et en fait, tout ça s'est terminé par une élimination dès le premier tour. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de regarder dans le rétroviseur, c'est de regarder devant moi. Et la seule chose qui m'importe, c'est que le pays se redresse et que cette année 2017 soit utile, l'année 2018 soit utile, l'année 2019 soit utile et qu'on prenne les mesures qui ont été prises par Schröder en Allemagne. Alors ça, on l'a bien compris. On en a déjà parlé. C'est bien de le dire. C'est l'essentiel. Alors vous, sur C'est notre un partie de plan l'émission. un peu plus personnel, Thierry Solaire, vous êtes proche de Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée au gouvernement? D'abord, je suis proche de Bruno, d'Édouard, Philippe énormément, qui est vraiment mon ami. On a beaucoup travaillé ensemble, d'ailleurs, à la primaire. Édouard était le représentant d'Alain Juppé. Et puis, c'est très générationnel. Avec Gérald Darmanin, avec d'autres, on a énormément travaillé ensemble. On a une relation de grande confiance. Ils font une analyse qui est de rentrer tout de suite au gouvernement parce qu'on leur a proposé d'y rentrer. Ils n'étaient pas candidats aux élections législatives. Et ils considèrent qu'au fond, de ce capharnaüm qu'on vient de vivre depuis un an, il est maintenant temps. Vous les avez encouragés? Je n'ai pas besoin, mais j'ai dit que je comprenais la démarche qui était la leur. Et qu'en tout cas, je n'ai aucun doute qu'Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ils veulent faire quelque chose d'utile pour le pays. Et puis j'aurais du mal à vous dire que c'est une mauvaise nouvelle d'avoir un ministre de l'économie et un ministre du budget comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire. Voilà. Et Édouard Philippe, justement... je vous l'ai dit, est vraiment quelqu'un d'une immense qualité morale, intellectuelle, quelqu'un qui a un vrai sens de l'État, et qui n'est pas là uniquement, qui n'est pas là du tout d'ailleurs pour la gloriole ou je ne sais quoi, qui est là pour faire des choses. Ouais. Et ça c'est bien. Après, les Français vont choisir leurs parlementaires librement, tranquillement, et encore une fois que tout ça soit utile. Justement, Bruno Le Maire, qui est donc devenu ministre de l'économie, pendant la primaire, dans son programme, il défendait notamment une baisse de la CSG. Aujourd'hui, il va devoir mener en œuvre le programme d'Emmanuel Macron, qui lui prévoit une augmentation de 1,7%. Est-ce que c'est crédible pour le nouveau ministre de l'économie de défendre ça alors qu'il a dit le contraire pendant des mois? Bon, d'abord, il y a trop d'impôts en France. Là, il y aura 22 milliards supplémentaires, en tous les cas, même s'il y a un allègement, bien sûr, sur les actifs. Voilà, mais il y a trop d'impôts en France, il y a trop de charges sur le monde du travail, il y a le choix de la TVA, il y a le choix de la CSG. Aucun n'est exemple de reproches et de difficultés. La chose qu'il faut, c'est que l'économie reparte. C'est comme ça qu'on arrivera à baisser la fiscalité.
Il faut être cohérent à partir du moment où il s'engage dans cette affaire et il faut qu'il y ait une solidarité gouvernementale. Et c'est le président de la République qui a été élu. Soit on se détourne de son pays et on s'occupe d'autre chose, soit on fait de la politique. Alors, il dit qu'il faut être Mais est-ce que cohérent. c'est cohérent voilà, Alors, est-ce que c'est oui, cohérent de Julien, faire le contraire avez trois de ce postures. qu'on a Vous avez trois- prêché pendant des mois? Je vais vous dire, vous avez 3 positions possibles. Vous voterez, vous voterez je ce vais texte, vous par répondre. exemple, sur la hausse de la CSG qui va frapper les retraités et puis les indépendants. Est-ce que vous voterez ce texte par principe? C'est pas un texte. Ah oui, enfin, est-ce que C'est vous le Cette projet de loi. mesure, l'approuverez? voilà. Est-ce Il y que a vous une, voterez il y a une cette cohérence globale fiscale. D'accord. Moi, je ne voterai pas des hausses d'impôts qui ne permettent pas de faire redémarrer l'économie. Ce n'est Bon, pas. c'est comme ça que je l'objectif vois de les la hausse de la choses. Et je pense que CSG. quand vous êtes- Vous estimez que c'est courageux, alors? Non, je pense 3 choses. Enfin, Ouais. Je pense une chose profondément par rapport à votre question de fond, qui est qu'un député de droite, après ce quinquennat, dans la situation qui est celle du pays, il a 3 solutions. Hein. Soit il retourne à ses activités antérieures et professionnelles, soit il passe 5 ans à faire de l'obstruction, si on n'est pas majoritaire, soit il essaye de faire avancer le pays. Et je Oui, mais on suis a compris persuadé que vous c'est vouliez la faire démarche. avancer le pays sur des mesures qui correspondent à vos valeurs, à vos convictions. Là, visiblement, ce n'est pas le cas de Bruno Le Maire. Est-ce que ce n'est pas un peu d'opportunisme de sa part? Mais vous avez, vous partez du principe que tout est figé, qu'il n'y aura pas de discussion, que tout est écrit, que vous savez exactement ce qui se passera et tout. Moi, je vous dis. On part du principe qu'Emmanuel Macron est parti pour tenir ses promesses, en tout cas. Oui. Et que visiblement, il ne va pas défendre Augmenter la baisse de C- la CSG. Augmenter la CSG, mais il n'y aura pas de TVA sociale, par exemple, qui était Non. dans le programme de François Sûr, Fillon. mais vous savez, à l'occasion de la primaire, il y avait, je ne sais plus quel était celui des candidats principaux qui proposait l'augmentation de la CSG, je crois qu'il y en avait. C'était des mesures qui étaient tout à fait envisagées. Ouais. Moi, je pense que ça a un défaut majeur, c'est notamment ça pèse sur le pouvoir d'achat des retraités, et notamment des plus modestes, parce que le niveau auquel ils sont touchés est quand même un niveau de pension qui est quand même très bas. Donc voilà, donc ça fera partie des choses Oui. qu'il y aura à discuter, 1200 € pour un qu'il y aura- retraité, hein, exactement, qu'il y aura à célibataire. amender. Et moi, comprenez-moi bien, je ne suis pas dans une logique de changer de parti, je ne suis pas en marche, je veux que mon pays marche, et je ne suis pas là pour donner des blancs-seings au nouveau président de la République et à son gouvernement. Je vous dis juste qu'il va falloir qu'à un moment donné, et c'est pas la peine de faire des grandes tambouilles politiques pour ça, que chaque parlementaire de notre pays avance en conviction pour que le pays redécolle. Alors, vous n'êtes pas dans la logique de changer de parti, mais le parti, les LR, s'est droitisé pendant la primaire. Là, on parle de Laurent Wauquiez pour prendre sa tête, qui est sur une ligne de droite dure. Vous êtes plutôt sur une ligne de droite modérée. Pourquoi vous restez encore au sein des LR? Est-ce que vous vous sentez encore à l'aise dans ce parti? Mais d'abord, j'aime pas le mot modéré, ça fait mou. Et je ne crois pas être mou du tout. Je préfère avoir des positions qui sont précises et avoir des actes forts. Et je me méfie toujours de ceux qui vous viennent avec des grandes phrases et des grandes mesures et qui, quand ils sont au pouvoir, en général, n'en font pas 10%. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des différences dans une famille politique. Ce n'est pas grave en soi et il y a un débat. Par contre, il y a un ADN. Et l'ADN de la droite et du centre-droit français, celle de l'UMP des Républicains, c'est d'être pro-européen, c'est d'être réformateur, c'est d'être libéral sur un plan économique et celle de restaurer l'autorité de l'État. Par contre, si c'est pour faire des amalgames et des postures, ça ne m'intéresse pas. Et donc voilà, si on est majoritaire sur cette ligne, je serais heureux, je serais heureux pour ma famille politique. Mais vous me parlez énormément des partis politiques. Vous nous enfermez beaucoup dans des cases. Et je vais vous dire, je me sens plus député de Boulogne-Billancourt que député D'accord. LR. Alors dites-moi quand même, on a compris que vous parliez régulièrement, peut-être depuis leur nomination, à Édouard Philippe, à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin, c'est le cas, hein, j'imagine. Oui, vous échangez aussi avec Alain Juppé, aussi, j'imagine, car il vous a apporté aujourd'hui son soutien par un tweet en saluant votre démarche constructive. Alors en fait, vous nous dites qu'il est aussi en manœuvre, en coulisses, là, l'ancien Premier C'est ministre. pas un problème de manœuvre. Alain Juppé est un homme d'État qui a de grandes qualités. Il n'a pas d'autre ambition d'être maire de Bordeaux. Je crois qu'il l'a dit dans la plus grande clarté. Il veut pour son pays le meilleur. Et tout ce qui ira dans le bon sens, il aura le soutien. On n'est pas enfermé dans des postures partisanes. Vous l'êtes, les journalistes, beaucoup plus que nous, croyez-moi. Ah oui, non, mais donc il est vraiment aussi, là, il est en soutien des... Écoutez, moi j'étais ravi qu'Alain m'apporte son soutien aux élections De certains, parce qu'il y a législatives très à peu de tweets de Boulogne-Billancourt. soutien d'Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Maëlle de Calan, un de ses proches, et vous? Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect et d'affection pour Alain Juppé. J'ai été très heureux de travailler avec lui dans le cadre de cette primaire. C'est un grand monsieur, c'est un excellent maire de Bordeaux, mais c'est un homme d'État. Et encore une fois, je sais que j'ai toujours la capacité d'appeler Alain Juppé quand j'ai pas des idées claires sur quelque chose pour lui demander son regard. Et je me réjouis de son soutien à Boulogne-Billancourt. Alors, Dernière question. pour continuer sur ce sujet, Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est un de vos amis, vous nous l'avez dit, va aller soutenir Yves Gégaud, le candidat UDI, qui n'est donc pas estampillé à La République En Marche. Jeudi, est-ce que vous souhaitez également qu'il vienne vous soutenir? D'abord, je sais que j'ai le soutien d'Édouard Philippe, qui est un ami personnel et qui me souhaite le meilleur pour les élections législatives. Mais il y a beaucoup de Il est travail. invité à Boulogne-Billancourt. Il est invité permanent à Boulogne-Billancourt
autant qu'il le souhaite. Il va venir? Mais écoute, je ne sais pas, je n'ai pas encore calé ça. J'avais Jean-Luc Borloo qui est venu ce matin. Mais... Et François Baroin, on parle de la venue de François Baroin, il va m'a venir dit vous qu'il soutenir? viendrait dimanche pour me soutenir à Boulogne-Billancourt. Mais vous savez, encore une fois, tout ça c'est très intéressant. Les électeurs, ils sont grands, ils comprennent beaucoup mieux ce que tout le monde croit, la situation. Ce qu'il faut, c'est leur dire les choses et pas leur mentir et faire l'inverse après de ce qu'on avait dit pendant la campagne. Moi, je dis les choses clairement. En votant pour moi, ils savent pour qui ils votent. Allez, le message est bien passé. Bon, on va regarder un tableau avec tous les candidats que vous affrontez quand même dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup. Oriane, merci. Thierry Solaire, on vous retrouvera. On verra à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Enfin, manifestement, prêt à soutenir de manière constructive l'action du nouvel exécutif. On vous a compris. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir.